Que signifie être féministe en 2025 en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle pourrait répondre notre invitée du jour. Engagée depuis plusieurs années pour la défense des droits des femmes et des filles, elle multiplie les initiatives à Abidjan et aussi à travers tout le pays. Elle sensibilise notamment sur des questions telles que les mutilations génitales féminines, le consentement sexuel et la grossesse précoce. Nous recevons aujourd'hui dans City Mag le podcast Anaïs Dagrou, consultante et fondatrice de l'association Mouvement Femmes et Paroles. À travers cette conversation, notre invitée reviendra sur son parcours, sur les motivations qui nourrissent son engagement et puis aussi ses centres d'intérêt. Bonjour Anaïs Dagrou et bienvenue dans City Mag, le podcast. Bonjour Rosie, c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé, vous êtes la bienvenue encore une fois et on espère qu'on va passer un moment de qualité, un moment intimiste, sans langue de bois comme on aime à le dire. Qu'est-ce que ça signifie selon vous être féministe en 2025 en Côte d'Ivoire? Je pense que c'est une très bonne question. Vaste question. Ah oui, je pense qu'on a tous et toutes une définition du féminisme, malheureusement en Oui. 2025 et spécifiquement en Côte d'Ivoire. Mhm. Je pense que pour moi, le féminisme, c'est un mouvement qui de base est l'égalité entre les femmes et les hommes. Mhm. Et je pense qu'en 2025, on a eu plusieurs mouvements du féminisme allant de l'extrémisme à la définition initiale et tout le monde n'est pas nécessairement d'accord en fait sur qu'est-ce que le féminisme, mais pour moi, c'est vraiment l'égalité entre la recherche entre l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans quel domaine? Dans tous les domaines? Alors, non. Selon vous? Selon moi, Oui, en termes de droit. d'accord. Donc, pour moi, si on dit qu'on est féministe, on a la recherche de l'égalité des droits entre Mhm. les hommes et les femmes. Notamment dans le milieu professionnel, en Exactement, société, exactement. vis-à-vis des traditions? On va être très clair, je pense, Oui, sur ce sujet. allons-y. Euh, il faut faire la différence entre le genre Mhm. et le féminisme. Exactement. Le féminisme, c'est un mouvement qui prône cette égalité dont on parlait tout à l'heure. Quand on parle de tradition et quand on parle de normes sociales qui Mhm. rentrent dans le genre, c'est totalement différent. Je pense que le féminisme ne demande pas l'exclusion ou l'oubli Mhm. des traditions. Mhm. C'est vraiment les droits. Il y a des traditions qui sont bonnes et il y a des traditions qui sont mauvaises. Si on prend l'exemple, par exemple, des mutilations génitales féminines, c'est une question de droit au-delà de la question de la tradition. Mhm. Donc ça dépend vraiment, quand on parle de tradition, on parle de quoi concrètement? Donc je dirais oui, ça pourrait inclure certaines traditions, comme ça pourrait en exclure d'autres. Donc certaines traditions, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés et aux droits fondamentaux des Exactement, femmes. exactement. D'accord. Et dans la sphère privée, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous situez le Mhm. féminisme dans la sphère privée? Je pense que c'est très individuel. Oui. euh, Propre à chaque femme? Propre à chaque femme. C'est une décision que chaque femme a le droit de prendre. Je pense pas qu'il y ait nécessairement un code en termes de féminisme Mhm. dans l'aspect privé. Chaque femme a le droit de faire ce qu'elle veut, de Mhm. définir son féminisme dans son espace privé. Justement, tout à l'heure, vous parliez de faire la différence entre le féminisme et le genre. Mhm. Qu'est-ce que le féminisme n'est pas? Quels sont les amalgames, par exemple, Mhm. qu'on fait souvent? Alors, le féminisme n'est pas seulement une question de femmes. Je pense que, surtout quand on travaille dans le domaine, c'est oh, vos affaires de femmes là. Mhm. Le féminisme n'est pas une affaire de femmes uniquement. Le féminisme peut être porté par des hommes. Mhm. Ce n'est pas un mouvement qui exclut les hommes. Euh, et je pense que le féminisme, aussi simple que ça peut être, c'est juste vouloir l'inclusion des femmes dans la société, quoi. Enfin, je pense Mhm. que on a un peu poussé le féminisme et on l'a vulgarisé. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on s'éloigne totalement du concept initial Mhm. qui est très bien. Et aujourd'hui, on le prend d'un point de vue péjoratif. Ouais. Et j'allais dire, il n'y a peut-être pas qu'un seul féminisme. Qu'est-ce que Mm. vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des féminismes? Oui, je pense il y a plusieurs féminismes. Je pense que, comme je disais, ça part du féminisme, féminisme extrémiste. Et comme tout mouvement, lorsque l'on regarde l'histoire, il y a toujours des extrémistes. Mhm. Que ce soit en politique, que ce soit des mouvements même sociaux, il y a différents degrés.
Et je pense qu'on le voit même en Côte d'Ivoire, il y a Mhm, des féministes extrémistes, mhm. il y en a d'autres qui sont plus modérés. Donc ça dépend, je pense que ça dépend de chacun et de chacune. Peut-être de l'environnement également? Exactement. L'intersectionnalité, par exemple? Oui, ça dépend vraiment de l'environnement, ça dépend vraiment de l'expérience de chacun et de chacune. Je ne juge pas une féministe extrémiste. Je pense qu'il faut comprendre d'où elle vient. Mhm, Il faut comprendre sa situation, son environnement mhm, et essayer de tout simplement avoir assez d'empathie pour comprendre pourquoi elle choisit justement mhm. cet extrémisme dans ce mouvement. D'accord, donc une féministe blanche qui vit Mhm. dans une société dite développée occidentale, par exemple, n'aura pas forcément les mêmes luttes qu'une féministe noire qui est en minorité dans un pays occidental ou encore qu'une féministe noire qui vit en Afrique dans un village et qui a des réalités qui sont tout autres. C'est ça, totalement, elles n'auront pas la même expérience et justement, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la question de l'intersectionnalité est très, très importante. Mhm. Comment vous sont venues ces idées, ces convictions, et surtout cette volonté de vous pencher sur la question et d'en faire quelque chose de concret dans votre quotidien, Mhm. quelque chose qui compte? Je pense que j'ai toujours voulu être la voix des sans-voix. Mhm. J'avais pas commencé nécessairement sur la question des femmes. Mhm. Beaucoup plus jeune, c'était plus la défense des, des droits des élèves quand j'étais au lycée. À l'université, c'était d'autres types de droits des Noirs, Mhm. vu que j'étais au Canada. Et je pense que ça s'est un peu imposé à moi Mhm. quand j'ai été révoltée par enfin, l'espace et la culture du viol que l'on voyait en Côte d'Ivoire. Mhm. Et c'était important pour moi de savoir comment je pourrais contribuer Mhm. concrètement euh, à cette élimination, si je peux Mhm. me permettre de dire, des violences basées sur le genre dans Mhm. mon pays, quoi. Concernant les violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire, où Mm. on en est aujourd'hui en 2025? Quels sont les chiffres? Alors, je n'ai pas les chiffres actualisés Oui, et je vous avoue que les derniers chiffres datent de 2024, il me semble. 2024, Oui. si je me souviens bien, que je n'ai pas en tête. Il me Je pense semble que que nous étions, donc j'ai noté 9607 cas déclarés et pris en charge en 2024. en 2024, Mm. donc si c'est 9600, on devrait faire fois 10 ou 15 parce que c'est déclaré. Et Effectivement. en Donc il y a toutes celles général, qui ne parlent pas. exactement. Et Mhm. surtout quand on parle de violences basées sur le genre, c'est tellement large Effectivement. qu'on met Alors qu'est-ce qu'on a justement? Parce que quand on parle de Mhm, VBG, mhm, je pense que la plupart des gens pensent violence sexuelle. Mais mhm. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a violence sexuelle, il y a violence physique, Oui. il y a violence psychologique, il y a violence économique, Mhm. il y a également violence, j'ai dit psychologique, oui. Je pense que Oui, on a dit j'ai tout. psychologique. J'ai vu du patrimoine. On n'y Oui. pense pas souvent. Mhm. Donc qu'est-ce que c'est violence du patrimoine? La violence du patrimoine, c'est quand un exemple, ça serait l'accès aux terres. D'accord. Donc, comme vous le savez, dans le milieu rural, les femmes n'ont pas accès aux Mm. terres. Donc, je sais que ça commence à évoluer, Mhm. mais ça a été un long, long, long chemin avant d'en arriver là. Et encore aujourd'hui, on regarde nos Mhm. mamans au village, elles n'ont toujours pas accès aux terres. Mhm. Donc, Il y a la c'est... question d'héritage aussi. Oui, Une veuve, par exemple, qui se retrouve dépossédée oui, de tous les biens dont elle devrait jouir oui. parce que c'est des biens que son mari avait. Mhm. Mhm. En fait, il y a tellement de violences qui sont faites consciemment Ouais. et inconsciemment Mhm. aux femmes. Et je pense que parfois, il y a des violences qui sont tout aussi minimes que l'on ne considère pas, Mhm. qui quand même, en fait, ne permettent pas aux femmes aujourd'hui de jouir pleinement de leurs Mm. droits et de leurs conditions dans la société. Mhm. Il y a la violence par procuration, on n'y pense pas non plus. Donc, c'est Oui, pas forcément une personne qui subit une oui. violence directement d'une autre personne, mais c'est par personne interposée ou via un système. Ok. Je ne savais pas qu'on appelait ça par procuration. Intéressant. Ah oui? Non. Donc, c'est moi Vous, qui vous vous apprends ça? m'apprenez aujourd'hui par procuration. Je Oui, j'ai savais vu que ça. c'est possible. J'avais déjà entendu que c'est Mhm. possible d'avoir, enfin, de subir une violence à travers
d'autres personnes. Oui, donc c'est ça, Mais je c'est savais pas en l'idée. fait qu'on appelait ça violence par procuration. Donc, Effectivement, c'est par mhm. exemple dans le cas d'un divorce, Ok, l- l'un des conjoints qui passe par les enfants, qui ok, manipule les enfants pour faire passer du chantage ou des menaces, très bien. ou alors Ok, d'autres membres de la famille. Ça peut être également une personne qui a des entrées auprès de forces de l'ordre et qui va s'en servir pour intimider une autre mhm. personne. Oui. C'est vrai que ça, on n'y pense pas, mais ça peut, et c'est d'autant plus difficile à prouver, je pense, Mhm. de dire, mais je sais que c'est telle personne, mais on ne voit pas la personne commettre de violences directes vis-à-vis de la De victime, la victime. Et je pense que dans plusieurs cas de violence, c'est très difficile à prouver. effectivement. Même quand on parle de violence sexuelle, Mhm. le temps d'avoir des preuves et de faire la déclaration, enfin, je veux dire, c'est difficile de prouver et je pense que, en fait, surtout les violences sexuelles, c'est une grosse marque, c'est une Mhm. blessure et c'est difficile, surtout ici en Côte d'Ivoire. À travers votre association, est-ce que Mhm. vous recevez des femmes? Vous en recevez souvent? Mhm. Comment vous procédez? Quel est le process lorsqu'elles viennent vers vous et finalement parlent? Alors, nous, on est plus une écoute. Oui. Alors, vu que nous, on partage des ressources éducatives, nous nous assurons d'être le pont entre les victimes, enfin, qu'on essaie d'appeler survivantes et pas victimes, Mhm. et des associations qui sont plus capables et qui ont les ressources d'aider. De les prendre en Euh, charge? Exactement. Oui. Donc, la Ligue, Aquaba Mousso. Mhm. Donc, nous sommes dans le collectif des activistes et Mhm. qui du coup permet d'avoir accès à ces ressources. Donc si nous recevons des jeunes filles ou des jeunes femmes qui ont vécu une situation ou une condition de violence, Mhm. nous, on sait vers qui on pourrait les rediriger. Donc nous D'accord. sommes vraiment ce pont en matière de prise en charge Oui. des cas. D'accord. Donc, je rappelle que votre association, c'est le mouvement Femmes et Paroles Oui. qui met l'accent sur la sensibilisation des femmes, l'écoute des femmes, mais aussi et surtout des filles. Mhm. Alors, pourquoi axer votre mouvement sur les jeunes filles? Parce que je pense que si on avait, ou si on éduque mieux les jeunes filles, elles deviendront des femmes autonomes. Donc je pense que tout commence par l'éducation. Mm. Et je pense que si beaucoup de femmes aujourd'hui avaient reçu cette éducation en étant beaucoup plus jeunes, je sais pas, peut-être on serait dans une Côte d'Ivoire qui aurait moins de cas. Enfin, là, j'imagine. Et je pense que commencer plus jeune nous permet justement de semer une graine dans Mhm. la tête des jeunes filles et qu'elles puissent justement normaliser que l'autonomisation est totalement normale en tant que femme, qu'elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, qu'elles ont le Mhm. droit de faire ce qu'elles veulent de leur avenir. Et je pense que c'était important pour nous de commencer par elles Mhm. avant de justement penser aux femmes. Et les petits garçons? Alors, Les jeunes garçons? j'adore cette question parce que On n'en parle pas assez on n'en parle pas assez et nous, quand on sensibilise, quelque chose que je ne souhaite pas, c'est quand on part dans les salles de classe et qu'on dise aux petits garçons, bon, de sortir. sortez, Ah. là maintenant, c'est une discussion avec les filles. On les garde toujours, Mm. surtout quand on parle de grossesse précoce, Mhm. euh, Ils sont pour tout aussi que la concernés. femme tombe ou la fille tombe enceinte. Enfin, c'est un garçon ou un homme, parfois les professeurs, Mm. qui vont, enfin, justement, être les parents. Quand on parle de précarité menstruelle également, il faut que le jeune garçon puisse savoir et comprendre quelle est qu'est-ce que la précarité menstruelle, l'hygiène menstruelle, Mhm. pour qu'il puisse aider sa sœur, sa cousine ou juste une fille dans son village, quoi. Mhm. Donc je pense que c'est important aussi que les garçons soient inclus dans ces discussions et avec le mouvement Femmes et Paroles, on ne les exclut pas. Est-ce que vous en avez suffisamment? Est-ce que quand vous allez, par exemple, dans les villages, vous, vous avez accès à autant de jeunes filles que de jeunes garçons? Ou est-ce que certains parents, par exemple, ne vont tout simplement pas convier leurs petits garçons? Je sais que vous allez dans les salles de classe, donc Mhm. là, ils n'ont pas trop le choix, ils sont Choix. déjà là. Mais est-ce que vous, quand vous faites des réunions, il y a des petits garçons qui viennent ou c'est plus compliqué? Oui, il y a des petits garçons qui viennent. J'avoue que c'est un peu plus compliqué parce que Mhm. quand ils voient que la majorité, ce sont des filles, ils vont pas nécessairement se sentir à l'aise. Mhm. Donc, on essaie vraiment de déconstruire le discours. Déjà, quand on approche les communautés, c'est pas de dire on vient parler directement de ça.
Mmh. C'est dans la conversation, en fait, qu'on arrive à la question de grossesse précoce ou précarité menstruelle. Donc, Mmh. c'est vraiment une discussion, on va dire, on a besoin de parler avec les jeunes de la communauté. Donc, tout le monde va s'asseoir sans les parents Mmh. et qu'on puisse avoir un échange avec eux sur les questions d'éducation. Donc c'est très subtil, il faut emmener ça de manière, en douceur, en Oui, tout cas. surtout dans les communautés. Là, c'est Oui, pas en dehors des salles de classe. d'accord. Il faut vraiment envoyer ça de manière très subtile. Est-ce que petite fille, vous auriez aimé justement, qu'on vous sensibilise sur Mm. ces questions, même si vous étiez, dans un environnement différent? Mhm. Est-ce que vous auriez souhaité ça et comment c'était quand vous étiez petite? J'aurais adoré. J'aurais adoré, je pense que plus jeune, qu'on me sensibilise sur le consentement, Mmh. qu'on me sensibilise sur l'hygiène menstruelle, les grossesses précoces, l'harcèlement sexuel. Mmh. Ça aurait beaucoup changé ma perception des choses. J'aurais beaucoup moins accepté certains comportements de garçons, Mmh. à l'école et je pense que ça m'aurait peut-être sensibilisée beaucoup plus jeune et j'aurais appris et compris beaucoup de choses beaucoup plus vite. Mmh. Vous avez connu le harcèlement, notamment à l'école, le bullying, comme on dit? Oui, oui, bon, Comment pas c'était? sexuel, Oui. c'était difficile, parce que j'ai grandi dans un environnement où j'étais en minorité. Vous étiez où? J'étais en Tunisie. D'accord. Vous avez grandi en Tunisie? Du coup, j'ai grandi en Tunisie, dans un environnement où j'étais en minorité, Mmh. où j'étais une jeune fille, avec des jeunes garçons qui Mmh. étaient très méchants, et des jeunes filles aussi qui étaient très méchantes, qui étaient différentes. Et je pense que le harcèlement, c'était quotidien, à l'école et à l'extérieur de l'école, même dans le quartier où j'habitais. Et je pense que j'avais la paix vraiment quand j'étais chez moi, avec ma mère. Et c'était difficile pendant 12 Mmh. ans. Donc je pense que ça marque quand même, ça marque Oui, un peu beaucoup. ça participe à forger votre, personnalité. Oui, Donc c'était harcèlement et racisme? oui. Mmh. Harcèlement et racisme, oui, oui, oui. Alors comment était la petite, Anaïs, en dehors de ces mauvaises expériences-là? Comment était la petite Anaïs? La petite Anaïs, elle était toujours active. Toujours active, je faisais beaucoup d'activités, j'étais D'accord, boule toujours d'énergie. celle, énormément d'énergie, toujours j'ai la même énergie. Euh, D'accord. mais je pense que c'était une Anaïs qui était très blessée Mmh. et qui cherchait beaucoup l'approbation Mmh. des gens. Et je pense Donc que à je l'ai bien eu faire? à bien faire. Ouais. Oui. Et à toujours, oui, toujours bien faire dans tout, vraiment tout. Et je pense que je cherchais beaucoup l'approbation des autres. Et comme je l'avais pas, je me contentais de l'approbation de mes parents, de mes frères et sœurs. Et j'ai pas eu une enfance non plus difficile. Je pense que par la grâce de Dieu, j'avais ma famille qui a toujours été avec moi. Je pense que Mmh. c'est plus dans l'aspect société. Mmh. La société dans laquelle j'ai grandi m'a beaucoup forgé. Mmh. Mais c'était difficile, oui, mais après, j'étais dans une famille, enfin, ma famille, je suis heureuse et voilà, ça allait. Il y a pire, je pense. Donc après ces 12 ans passés en Tunisie, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, à l'étranger encore faire des études? Non, je suis rentrée à Abidjan. Je D'accord. suis rentrée à Abidjan avant de partir à l'étranger faire mes études je suis rentrée à Abidjan pendant 2 ans. Et ensuite vous allez? Ensuite, je suis partie au Canada D'accord. pour faire mes études. Des études de quoi? Alors, j'ai fait un bachelor en sciences politiques et un master en affaires publiques et internationales. Pourquoi avoir choisi cette voie? Vous aviez déjà la fibre, militantiste? Je pense que je voyais la science politique comme un outil qui me permettrait de mieux comprendre comment les politiques sont faites Mmh. pour justement pouvoir avoir un impact sur le long terme. Et je voyais mon master comme un moyen de me concentrer sur les questions de genre. Mmh. Parce qu'en affaires publiques, on se concentre sur tout ce qui est politique publique. Et je me suis concentrée sur les politiques publiques inclusives. Mmh. Et pour moi, je pense que ça a été évident après les 4 ans de bachelor que je voulais me concentrer sur les questions de genre et de diversité et d'inclusion. Alors vous rentrez à Abidjan avec votre diplôme en poche et comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à travailler avec ce diplôme? Qu'est-ce que Mhm. vous faites quand vous arrivez?
Alors, quand je suis rentrée à Abidjan, j'avais pas encore mon diplôme. Ok, C'était en plein Covid. Donc, je d'accord. suis rentrée et j'ai terminé mon diplôme à distance. Mhm, On avait l'opportunité de le faire. Et j'avais un stage que je faisais ici, donc dans un ministère. Et ça me permettait justement d'approfondir mes connaissances dans les questions de genre. mhm, Mais j'ai très rapidement vu que ce que j'ai appris et ce que je voulais faire, ça serait pas nécessairement facile de trouver un, un- un emploi qui mhm. rentrerait dans ce que je voulais faire concrètement. Donc, je pense que j'ai pas directement eu le boulot, l'emploi que je voulais. Ouais. Mais j'étais déjà assez convaincue, enfin, je savais déjà ce que je voulais, assez déterminée Mhm. dans mes choix et mes perspectives de carrière. Mais vous aviez déjà votre association. Oui. Alors, comment vous menez cette association lorsque vous rentrez à Abidjan? Quand je suis rentrée à Abidjan, c'était beaucoup d'activités sur le terrain. Parce Mhm, que du coup, on avait commencé au Canada avec deux autres cofondateurs qui étaient ivoiriens et au Canada avec moi. mhm, Donc, quand je suis rentrée, c'était l'opportunité de faire tout ce que j'avais envie de faire sur le terrain. Parce que c'est bien de sensibiliser à distance, mais l'impact est totalement différent quand on est sur le terrain. Donc, je pense que quand je suis rentrée, c'était l'euphorie. C'était vraiment l'euphorie de me dire que je vais enfin pouvoir rencontrer et avoir ce contact physique avec les différentes communautés. Et je pense que c'est ça, pendant un an, c'était l'euphorie, c'était beaucoup d'activités sur le terrain, c'était beaucoup de voyages à l'intérieur du pays. mhm. Et ensuite, après, les réalités sont revenues, la recherche de financement, parce qu'il Oui. faut, pour bouger, il faut l'argent. Mhm. Et je pense que on s'est un peu calmé après les un an. On s'est dit, OK, bon, là, il faut qu'on réfléchisse. Quel est le plan? Qu'est-ce Oui. qu'on va faire concrètement? Donc, un an quand même. Oui. Un an à mettre en place tout ce dont vous aviez rêvé, entre Ouais, guillemets, quand vous étiez là-bas. ouais. Vous êtes très attaché à votre village. Pourquoi ce lien aussi fort? Votre village qui est Yopoyue. Yopoye. Oui, Yopoye. J'ai oui, bien dit, hein? c'est ça. D'accord. Alors, pourquoi cet attachement à Yopoye? Je pense que ça vient de mon père Mhm, qui, même si on n'a pas mes frères et moi, on n'a pas grandi en Côte d'Ivoire, mhm. du moins je suis celle qui n'a pas vraiment grandi en Côte d'Ivoire, à chaque fois que je revenais en vacances, on allait toujours au village D'accord. et je pense que c'est un endroit où je me sens bien. On a cette perception du village parfois: «Ouh, il y a les sorciers, faut pas partir, faut faire attention» Mm, et je pense qu'il a vraiment déconstruit cette image, et je pense que c'est juste beau d'être chez soi, surtout quand on n'a pas grandi dans cette réalité mhm, et d'être avec des personnes qui ne te considèrent pas comme oh, mais celle-là, elle est partie chez les Blancs, puis elle est revenue. C'est vraiment, je me sens bien dans mon mm. village, je me sens bien, je me sens accueillie. euh, j'ai l'impression que j'ai grandi là-bas alors que j'ai pas grandi là-bas et les gens sont tout simplement adorables. Donc je pense que c'est grâce à, c'est pas je pense, c'est grâce à mon père qui nous a vraiment connectés avec les gens de mon village. Mhm. Quelles sont les actions justement que vous menez aujourd'hui dans votre village? Donc les mêmes actions de l'association, Oui. on les fait dans mon village aussi. Mhm, On sensibilise beaucoup plus sur les questions de grossesse précoce mhm, et de précarité menstruelle, parce que ce sont les réalités de mon village, des filles. On fait la distribution aussi de serviettes hygiéniques mhm, pour justement mieux sensibiliser sur l'hygiène menstruelle. Et on a également une campagne de partage de dons de kits scolaires mhm, que l'on fait chaque année. Et on distribue dans les deux écoles du village et on encourage justement l'excellence féminine. mhm, Et du coup, on distribue ces kits scolaires aux meilleures filles des écoles pour les encourager justement à continuer à être les meilleures et surtout pour les encourager enfin, leur faire comprendre que dans la vie, tu réussis quand tu es la meilleure. Tu n'as pas besoin d'être la plus riche. Tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans un certain environnement. Quand tu mhm, travailles, ça paie toujours. Et mhm, c'est vraiment le message que j'essaie en tout cas de leur inculquer. mhm. Vous êtes très impliqué dans toutes ces actions menées par votre association, mais vous travaillez également à côté. Donc, Oui, vous êtes salarié. Comment arrivez-vous à allier tout ça, toutes ces missions que vous menez et votre travail? je dors pas. Je pense que c'est aussi simple que Donc, ça. vous êtes tout le temps fatigué. Je suis tout le temps fatiguée. Et Oh. même quand je suis pas fatiguée, quand on me demande si je suis fatiguée, je réponds que je suis fatiguée. Hmm. Parce que c'est rentré dans mon vocabulaire. Je suis fatiguée tout le temps. Je pense que c'est difficile Mhm. parce qu'il y a des attentes au travail.
Il y a une association qu'il faut que je gère, donc il y a des personnes qu'il faut gérer dans l'association. Donc les week-ends, bah, c'est association. Mhm. Si j'ai pris du temps dans la journée, je sais que j'ai des choses à faire sur l'association, je vais dormir plus tard. Ou Mm. si il y a des tâches que j'ai pas pu faire au travail, qu'il faut que je fasse euh, avec une deadline spécifique, enfin, je ne vais tout simplement pas dormir. Donc je pense que c'est juste une question d'organisation, mais ça se fait. Et l'aspect personnel dans tout Mhm. ça, comment vous gérez? Euh, je pense que je gère bien. Encore, c'est une question d'organisation. Je trouve du temps pour ma famille, mes amis, pour faire ce que j'aime. Mhm. Parce que je pense que je ne suis pas prête à laisser ce que j'aime faire en dehors du travail. Mhm. Je pense pas être le genre de personne à juste travail, travail, travail. J'ai besoin de m'amuser également Mhm. et j'ai besoin de décompresser. Donc, je pense que je le fais plutôt bien pour le moment, jusqu'à ce que d'autres responsabilités peut-être s'ajouteront. Mais pour le moment, ça va. Quelles sont les personnes sur lesquelles vous vous appuyez, justement? Mes parents, mon père et ma mère sont vraiment mes meilleurs amis. Est-ce qu'il y a un monsieur Dagrou? Non, il n'y a pas de monsieur Dagrouf. Pas encore. Pas encore. Comment vous l'expliquez? Euh, Si explication il y a, je pense qu'il n'y a peut-être pas que c'est un d'explication. choix. Non, c'est pas un choix. Je pense que la bonne personne n'est pas encore arrivée, mais elle arrive. Comment vous êtes en relation? Comment Hmm. vous vous définiriez? Parce que vous dégagez beaucoup d'assurance, Mhm, vous menez vos actions avec vos convictions et ce en quoi vous croyez avec beaucoup d'assurance. mhm. Est-ce que c'est la même Anaïs dans une relation? Je pense que c'est différent. Mhm. C'est totalement différent parce que les relations interpersonnelles demandent, je pense, une profondeur qui est totalement différente. De la Euh, vulnérabilité? de la vulnérabilité, ça demande beaucoup de connaissances et de conscience de soi. Mhm. Comment je me décrirais? Je dirais que, et ça étonne beaucoup de gens, je suis très douce et je suis très aimante. Mais c'est très différent de la Anaïs qui est dehors, faut être dure, faut aller défendre les femmes, il faut Mhm. courir. Et du coup, je pense que c'est deux salles, deux ambiances. C'est ce qu'on me dit souvent. Donc une personnalité assez éclectique finalement. Mhm. Oui, non mais totalement, totalement, totalement. Et comment elle est, la Anaïs qui s'amuse, qui décompresse, qui prend du temps pour elle? Je suis super amusante. Franchement, j'aime m'amuser. Ça, c'est quelque chose, je pense que mes amis le savent, j'aime beaucoup m'amuser. Mhm. Même si on s'amuse jusqu'à, je sais pas, 2 heures du matin et qu'on a une réunion où je dois aller à la salle de sport à 5 heures du matin, j'irai à 5 heures du matin. Vous faites du sport? Vous Oui. trouvez le temps de faire du Ah sport? oui, il faut. Faudra me donner Sinon, le mode d'emploi, hein. non, mais je vous partage ça. Non, je pense que je m'amuse beaucoup, mais je suis très disciplinée. Mhm. Et je pense que pour réussir dans peu importe ce que l'on fait, la discipline est la clé. Je sors avec mes amis, je vais beaucoup au resto, on danse beaucoup, on voyage. Donc, non, je trouve du temps pour m'amuser. Vous dansez sur quoi? Quelles sont les musiques que vous aimez particulièrement? Je danse sur tout. Franchement, vous serez étonnés. Je pratique la kizomba depuis quelques années. Euh, et non, j'aime tout. Tout type de danse, Vous écoutez de salsa, tout? ah, même Biama, tout. Eh, Tout. Je suis pas compliquée, couper, décaler, vous me mettez sur tout. Je suis à l'aise. J'ai pas de limite, en tout cas musicalement parlant. mais est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont particulièrement touché? Euh, je pense que l'artiste qui me vient en tête, c'est Mhm. Sade, Mhm. et également Tracy Chapman. Oui. Je pense que c'est des artistes que j'ai beaucoup écoutés avec ma mère dans la voiture en grandissant. Et ce sont ces deux artistes qui me viennent naturellement en tête. Shadé, quelle chanson en particulier? Parce que vous avez affaire à une Euh, puriste aussi. ou- Smooth Operator, non, By Your Side. By Your Side. Ah, Ça sera voilà. ma chanson de mariage, l'entrée. Ok. C'est décidé. Donc il faudra que le mari s'accorde. Oui, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas le choix. Et Tracy Chapman, Euh, Talking About a non. Revolution, Mm-mm. Fast Fast Car. Cars. Oui. Ouais. Il y a une chanson qu'elle a faite justement qui parle de violence conjugale. Oh, ok. Euh, je n'ai plus le titre, mais c'est une chanson, en fait, c'est comme si elle était dans sa chambre, Ok. chez elle, et qu'elle entendait les voisins, donc sa voisine se faire
frappée par OK. son conjoint. Oh, je connaissais pas. Et je vous retrouverai le titre. Parfait. Très, très intéressante comme chanson, acoustique, comme ça. OK. Je connaissais pas. Et en matière de cinéma, qu'est-ce que vous aimez regarder? Qu'est-ce que vous avez regardé qui vous a marqué? En matière de cinéma, j'avoue que je regarde pas beaucoup de films. Mhm, Hem, mais si je dois regarder un film, vraiment directement sur Netflix, je m'en vais mhm. chercher, film romantique. Film d'horreur, je n'aime pas du tout. Film d'action, pas du tout. J'ai juste besoin de me coucher, de regarder le film, pleurer vite fait et puis dormir, quoi. Donc Pleurer vite fait, c'est pas vite mal fait, ça. vite C'est pas fait, mais mal. deux La trois petite larmes. larme, Oui, 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 voilà. pas plus et puis après je dors. On parlait tout à l'heure de confiance en soi et de l'assurance que vous dégagez. Vous portez vos cheveux courts, très Oui. courts. Quel est le message derrière? Est-ce qu'il y a un message et quel est-il? Je pense qu'initialement, il y avait pas de message. Mhm, Hem, c'est le fait surtout d'avoir grandi avec cette idée que la beauté, heu, se trouvait dans les cheveux, mais dans des cheveux lisses, longs. J'avais l'habitude de faire des tresses, les tissages, Donc vous êtes en passé par grandissant. les Oui, tissages, tout ça, je suis passée par là le pour essayer défrisage. oui, je suis passée par là pour essayer justement de rentrer, heu et d'être un peu comme tout le monde. Mhm, Hem Et je pense que c'est quand je suis rentrée à Abidjan que j'ai commencé à couper mes cheveux. Parce que j'avais plus nécessairement, après avoir passé 12 ans en Tunisie, envie de ressembler à ce que je n'étais pas. mhm. J'ai beaucoup, juste, renié le fait que j'avais des cheveux afro. Je les détestais, mes cheveux afro. Je faisais tout pour avoir des tresses ou un tissage Mhm. et je pense qu'en rentrant, je me suis dit: «Ah mais il y a d'autres femmes, il y a d'autres jeunes filles qui ont des cheveux courts, qui ont des cheveux longs, des afros et c'est très beau». Mm. Donc j'ai commencé avec la coupe à la Rihanna comme ça et puis j'ai rasé en arrière. Après je me suis dit: «Bon, on va pas Donc il y a eu aller, un processus quand même, oui, hein? oui, oui, c'est pas directement, j'ai tout rasé, j'ai commencé Oui. un peu, Mhm. à raser autour et puis à un moment je me suis dit: «Bon, je pense que je veux tout simplement tout enlever». Oui. Ça me correspond et je trouve qu'aujourd'hui, c'est mon identité. Mm. Mais mon crâne rasé est mon identité, je me sens à l'aise, je me sens moi et oui, c'est un statement. Quand je rentre, tu sais que je suis rentrée dans une Je salle. suis là. Ouais. En tout cas, ça vous va superbement bien. Merci. Et il paraîtrait que vous êtes fan de football. Oui. Alors, je ne sais pas quel est le pourcentage de femmes Mmh. qui aiment le football. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Oui. Mais d'où ça vient, cette passion pour le foot? Je pense que ça vient de mon père. Mhm, On est une famille de sportifs. Donc mon père est dans le domaine du sport, mhm. il est psychologue sportif. D'accord. Mon frère, mes 2 frères ont joué au foot. Mon frère a joué pour l'équipe nationale du Burundi. Ma sœur a joué pour l'équipe, de son université. Donc on est quand même une famille très, très Mhm. foot, c'est très sportif et bah, je voulais faire comme eux. Donc j'ai commencé à jouer au foot également et naturellement, ben, j'ai commencé à aimer regarder le foot. Mhm. Donc je pense que cette passion est vraiment venue de la famille, initialement. Hem, je pense que j'étais un garçon manqué aussi en grandissant. Donc Hmm, je jouais beaucoup avec les garçons. Donc bah, du coup, eux, ils d'accord. jouaient au foot, donc il fallait Donc, que bonne je joueuse? oh, quand même, cela va de soi! J'aimerais beaucoup voir. Bonne défenseuse sur le terrain et D'accord. dans la vie de tous les jours. Et sinon, soirée foot Ah, j'adore. avec des Oui, amis. soirée foot, l'idéal avec, un bon repas après et puis, Mhm. je suis heureuse. Votre équipe de foot préférée, c'est laquelle? Real Madrid, donc madrilène depuis 2010 ou Ah oui, quand 2011, même. oui. Un joueur préféré? En fait, ça dépend. Je pense qu'en grandissant, je voulais être footballeuse. Je Mhm. voulais être goal. Donc Buffon je dormais sur Buffon, Votre icône. c'était lui. Donc je pense que si je dois choisir un joueur préféré, c'est lui. Pour vous, le meilleur joueur de tous les temps, c'est qui? De tous les De temps! tous les temps, de toute l'histoire du football. Ah non, là, c'est compliqué, toute l'histoire du football. Lequel vous inspire le plus? Non, inspiré, c'est Cristiano Ronaldo. Très bien. Mais c'est plus une question de mindset. C'est pas Sa nécessairement résilience. sa résilience. C'est Hmm. pas nécessairement, meilleur joueur de tous les temps en termes de technique. Hem, mais si je de Messi, non, on parle pas de lui ici.
Désolée, Excusez-moi, on mentionne pas son nom ici. je Oui, il faut retire le mot. retirer. Non, 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 je pense que je dirais Cristiano Ronaldo, mais c'est beaucoup plus que la technique, c'est le Mm, mindset, c'est quelqu'un qui travaille et je pense que oui, c'est une preuve de vie qu'il faut travailler pour atteindre ses mm, objectifs et je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir, quoi. que le travail Que le paye. travail paie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Anaïs Dagrou, pour la suite, dans votre vie personnelle, au niveau de votre association, dans votre carrière? Alors, je pense que ce que j'aimerais que vous me souhaitiez, c'est la réussite, la santé, l'amour, beaucoup d'amour, mais pas nécessairement uniquement dans les relations interpersonnelles, Mhm. mais également vraiment l'amour de l'homme et l'humain. L'amour filéo, fraternel? Exactement, fraternel, dans tout ce que l'on fait. L'amour est important, la Mm. bienveillance, c'est l'empathie. Et également, je dirais tout simplement une longue vie pour moi et ma famille et tout mon entourage. Eh bien, nous vous souhaitons tout cela, je vous souhaite tout cela, et également que vous reveniez dans City Mag, le podcast, pour qu'on puisse à nouveau parler de votre combat, de toutes ces choses qui vous motivent, et puis pourquoi pas de la danse, de football. Oui, Ça a été un plaisir en tout cas. merci Merci beaucoup. infiniment. Merci à vous. Je vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité dans City Mag, le podcast. En attendant, portez-vous bien.